Oyez la popu, bienvenue pour un nouvel épisode sur Artisan d'Esprit. Je te présente aujourd'hui Najib, plus connu sous le nom de Humanage. C'est un cinéphile, il est thérapeute et psychopraticien. Tu as sûrement vu une de ses vidéos sur internet, notamment Instagram et Facebook. Il part à la rencontre d'humains et recueille leurs témoignages. Son objectif, rencontrer les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. J'en dis pas plus, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Comment je t'appelle? Humanage? Najib? Comme tu le sens. Comme je le sens. Ouais. Eh ben, je vais t'appeler Humanajib. Allez, c'est parti pour Humanajib. Alors. Bienvenue dans le podcast Artisan d'Esprit. Très content de te recevoir. Ça fait quoi d'être de l'autre côté déjà là? De l'autre côté, avec une personne comme toi aussi bienveillante, déjà c'est très rassurant. Et voilà, on a l'impression d'être en famille. En plus, tu nous as mis bien. Donc, Eh ben, ça merci fait à plaisir. toi. Un grand plaisir. Dis-moi, comment va ton cœur? Comment va mon cœur? Waouh! Je t'ai dit que je voulais improviser. Là, tu vas fort. Comment va mon cœur? Je pense que il va bien, mais il y a cette ambivalence aujourd'hui avec laquelle j'essaie de composer jour après jour. Il est en paix, mais en même temps, mon cœur, il est constamment en guerre. En guerre pour aller à la rencontre des gens, en guerre pour faire en sorte de recueillir la parole des autres, faire en sorte que le témoignage de parfaits inconnus ait le plus d'impact possible. Donc, s'il y avait juste moi et mon cœur, on serait en paix, mais on serait bien de ouf. Mais comme il y a cette mission-là, cet objectif que je me suis donné, ben, c'est la guerre. Mais il est en guerre pour avoir la paix ou parce que c'est quelque chose de sain de base? Je pense que j'ai mis plusieurs années avant de trouver un semblant de paix. Je pense l'avoir trouvé. Je pense y avoir goûté plus d'une fois. Et aujourd'hui, j'aimerais faire en sorte que tout un chacun puisse y goûter également. Et comment? Pour moi, ça passe par ce que tu es en train de faire là avec moi contre moi. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Ça passe par le fait de mettre des mots sur des émotions, des sentiments, des pensées. Et j'essaie de le faire avec des questions et tes questions, elles sont puissantes. Merci. J'ai juste envie de prolonger ça et d'en profiter. Pour toi, c'est quoi être en paix? Être en paix. Pour moi, être en paix, ça passe par l'acceptation de qui l'on est, avec ses paradoxes, avec ses fragilités, avec ses forces, avec ses faiblesses. C'est accepter les gens qui font partie de notre quotidien, notre famille, les parents, forcément mon épouse qui m'a accompagné dans tout ça, Amélia. C'est être en paix avec son environnement direct, donc là où on vit, là où on... Et ce qui est fascinant, je pense que tu l'as remarqué également, c'est souvent avec ces gens-là que c'est peut-être le plus compliqué d'avoir des rapports paisibles sur le long terme, puisqu'on est amené à vivre toute la vie avec ces gens. Ton voisin, tant que t'as pas déménagé, il sera toujours là. Ton épouse... tant que t'as pas divorcé, tu seras toujours avec cette personne. Tes parents, tant qu'ils ne décèdent pas, tu seras toujours avec eux. Et je trouve ça fascinant aujourd'hui que il faut parfois toute une vie pour entretenir, nourrir cette paix, et t'arrives à la trouver qu'au moment où ils partent. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'être en vie ou pas finalement? Parce que moi, je connais des gens, ils sont encore en guerre contre des personnes qui sont même plus sur Terre, qui sont même plus vivantes. Donc l'apaisement aussi, c'est pas ce côté où t'intellectualises tes émotions et tu te dis que
que cette personne soit là ou pas, bah, quelque part, je suis en gratitude pour tout ce qu'elle m'a apporté de bien ou de mal, finalement. Bah, là, de suite, quand tu me parlais, j'avais cette image du dernier samouraï. Je sais pas si tu as vu ce vieux film avec Ouais. Tom Cruise. Et au moment où il apprenait l'art de se battre avec son épée, il était parasité par ses pensées. Et là, il y a un jeune samouraï qui vient à lui et lui dit « No mind ». Pas d'esprit, pas de pensée, en fait. Et c'est ça qui est fascinant. Tu as commencé cet entretien en me demandant comment mon cœur va. Je pense faire partie de ces gens qui, comme tout le monde, on est parasité au quotidien par nos pensées, mais j'essaie au maximum de rester connecté à ce qu'il y a dans mon cœur ou ce que mon cœur manifeste comme appel, comme volonté. Ok, donc il y a des pensées. Le voisin, le bruit au-dessus, le machin, ça, c'est inévitable. Par contre, je les accepte. Je les accepte, mais le challenge, c'est de pouvoir continuer d'écouter son cœur et d'avancer avec au milieu de toutes ses pensées. Ok, je vois. Merci. Merci à toi. Tout à l'heure, tu disais que pendant tout ton parcours et tout, ben, tu penses aujourd'hui avoir acquéri cette paix. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui dans cet échange-là. Et pour ça, il faut remonter un petit peu à ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier? À travers mon quartier. Alors, je viens du quartier Croix-de-Pierre, à Toulouse. C'est un quartier qui était peuplé et qui est certainement aujourd'hui encore peuplé essentiellement par des personnes âgées. Ok. Il y a plein de personnes âgées. Et il y en a toujours eu. Même... Ça a dû être difficile pour toi de t'amuser en tant que jeune, alors? Non, au contraire, parce que on avait notre petit groupe d'amis. Mon meilleur ami était juif. Mon deuxième meilleur pote, il parlait jamais de religion, mais j'ai compris qu'il était issu d'une famille chrétienne. Et comme il y avait que des personnes âgées autour de nous, ben, nous, on était entre nous. Et on subissait pas d'influence quelconque, vu que c'était que des personnes âgées. Pour eux, on était juste mignons, tu vois. Ouais, Donc, on faisait nos trucs de mignons. On allait chercher des trèfles à 4 feuilles pendant des heures. Je sais pas si t'as connu ça. J'ai déjà fait. Tu l'as fait aussi. J'étais toujours frustré parce que je trouvais pas, tu vois. Ah ouais. Mes potes, ils trouvaient. Ah, moi, j'en trouvais plein. J'avais l'impression d'être trop chanceux. Tu sais, je les mettais dans des dictionnaires. Ouais. Et j'avais l'impression vraiment... Et donc, on faisait ça. On jouait au tennis. On faisait du vélo. Et c'était un environnement qui était vraiment... safe, secure, c'était vraiment, on était entre nous. Il y avait que des personnes âgées, donc il n'y avait pas de menace si ce n'était nous-mêmes. Ouais. Donc c'était une très belle enfance. Moi, je la compare beaucoup à Hobbitbourg dans Le Seigneur des Anneaux, Ok. parce qu'il y avait pas de délinquance, il y avait rien de tout ça, à tel point que genre moi j'ai appris ce que c'était un arabe entre guillemets en Algérie d'une part, Ouais. mais au collège surtout. Ok. Parce que c'est au collège qu'on a commencé à se mélanger avec des gens issus de quartiers populaires. Et là, j'ai commencé à voir des jeunes adolescents qui avaient le même faciès que mes meilleurs potes, mais comme ils n'avaient pas grandi avec moi, ben, ils me voyaient comme un gars de quartier. Ah, ok. Sauf que moi, je comprenais pas, tu vois. Ouais. Ces codes, même aujourd'hui, quand je débarque dans un quartier, je suis à l'aise. Ouais. Mais tous les gens qui m'amènent dans leur quartier, ils disent « Toi, tu te promènes, ça se voit que t'es pas d'ici, quoi. » Ouais, je vois. Le truc, c'est que même, ça se voit, on dirait que t'es même pas de France. Ça se voit que tu viens de loin. T'es un ovni ou quoi? Bah, souvent, c'est ça le truc qu'on me dit, tu vois. Ouais. Je pense dernièrement une situation, j'étais en vélo, en tenue cycliste, et je croise un pote, et il m'amène dans un café là où il y avait tous ses collègues du quartier qui l'attendaient. Et moi j'étais là avec mon petit cycliste, ma jeune, je me sentais trop à l'aise. Mais c'est cool, c'est cool. C'est cool. Ah, débat. T'as vécu, donc c'était à Toulouse, hein, ce quartier-là. À Toulouse, C'était ouais. à Toulouse. T'as vécu combien de temps là-bas? À Croix-de-Pierre, j'ai vécu une 20aine d'années. Quand même. Ouais. D'accord. Donc ça t'a quand même bien construit.
Ça, à fond, à fond. Ouais. C'était un endroit vraiment... la plupart des choses, elles se passaient dans ma chambre. La plupart des découvertes sur le monde que je pouvais faire, ça se passait dans ma chambre. Ok. C'était une petite maison, on habitait une petite maison et moi j'étais au 2e étage à partir d'un certain âge. Et j'étais là, c'était vraiment une garçonnière. Mhm. Et j'ai découvert des films comme Matrix, Ouais. comme Le Seigneur des Anneaux. J'ai acheté mes DVD de Jackie Chan Ok. et je regardais les mêmes DVD pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Et je pense aujourd'hui c'est aussi ça qui est déterminant dans le fait de trouver la paix, parce que j'étais tout seul sans aucun jugement. C'est-à-dire que comme quand je sortais, j'avais juste mes 2 meilleurs potes, on n'avait aucun jugement entre nous. Ouais. Et du coup, personne me disait faut pas regarder Jackie Chan, c'est nul. Ouais. C'est que en grandissant, tu vois, même maintenant, aujourd'hui, quand je dis ouais, j'aime trop Jackie Chan, les gens vont pas forcément le comprendre. Moi, j'ai kiffé Jackie Chan. T'as kiffé, mais est-ce que tu kiffes encore aujourd'hui? Ah, j'ai pas revu depuis. Mais tu vois, pour moi, Jackie Chan, c'est plus que les films. Tu te souviens du dessin animé? Oui, je me souviens très bien du dessin animé. Bah, là, quand tu essaies de te connecter peut-être aux valeurs, je pense, t'aimes bien les mangas aussi? Ouais. Bah, quand tu te connectes, toi, aux valeurs qui pouvaient être véhiculées par Jackie Chan, ça te fait penser à quoi, là, de suite? En manga? Si on restait focus sur Jackie Chan, Ouais. genre les valeurs véhiculées par Jackie Chan. Moi, ce qui me surprenait le plus chez lui, c'était sa résilience et sa persévérance. Parce que le gars, même blessé, il avait des plâtres et ils avaient des faux jeans, tu sais, ils scotchaient par au-dessus et ils faisaient quand même les cascades et tout. Et ça, c'était hyper impressionnant chez moi, tu vois. C'est tout ça avec le sourire. Je savais pas pour les faux jeans, mais là, juste la persévérance et la résilience, effectivement, c'est 2 valeurs ultra puissantes qui, je pense, aujourd'hui, sont rares ou compliquées à trouver dans des acteurs. Pour moi, je me suis rendu compte que Jackie Chan, c'était vraiment un artiste, un être humain ultra complet. C'est-à-dire qu'il avait la partie travail, Ouais. il avait la partie humour, légèreté, il avait la partie authenticité et naturel, dans le sens où il faisait ses propres cascades lui-même et recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. Et parfois, il les faisait en one shot parce que c'était trop dangereux. Et il avait ce côté aussi porteur des valeurs de la Chine, tradition chinoise et tout ça. Je trouvais ça fascinant, son statut d'ambassadeur. Il chantait, il est cascadeur, il est acteur et il est dans l'humanitaire. Donc c'est plein de trucs. Ouais, il a, comme tous les gens riches, il a une fondation et il utilise une partie de ses sous pour faire plein d'actions. Et je me souviens à l'époque, je le regardais et je me disais, mais moi, quand je serai grand, je veux faire du bien comme Jackie Chan. C'était ma référence. Et en plus, je crois qu'il a eu sa première vraie récompense. Je sais pas, c'est pas un Oscar, mais c'est un truc du même level que récemment. Hein. Ouais. Il y a quelques mois ou quelques années à peine, tu vois. Mais je crois que c'était un Oscar. C'est un Oscar. Hein. C'est son premier. Il a attendu pendant des années. Tu te rends compte? C'est fascinant parce qu'en grandissant, tu te rends compte d'une autre réalité et tu comprends qu'il y a des enjeux qui sont peut-être politiques. Bien sûr. Tu comprends que les États-Unis l'ont peut-être écarté des films parce que ils prenaient trop de place. Tu crois? Je pense qu'il commençait à véhiculer une image des Chinois. Alors moi, pour l'avoir suivi pendant toutes ces années, je sais qu'il en avait marre d'être constamment relégué au rôle du Chinois. Ouais. Et il essayait de faire des choses différentes. C'est un passionné de chant et d'opéra. Il voulait du romantisme dans ses films. On lui disait non, toi tu viens, tu donnes des coups, tu fais ton chinois de base et après tu rentres chez toi. Et lui, il ne voulait pas ça. Donc tu te rends compte qu'il y a des considérations politiques. Ouais. Après, tu te rends compte que également, il y a la politique, ça renvoie à l'idée d'ambassadeur. Et donc, en tant qu'ambassadeur de la Chine, il devait faire attention à tout ce qu'il disait, sachant en plus qu'il vient de Hong Kong. Après, bon, là, on rentre dans des trucs techniques. Bon, faut connaître un peu. À un moment, il y a eu, je crois, l'annexion de Hong Kong par la Chine. Donc, il fallait qu'il prenne un parti, un truc comme ça. C'est là où tu te rends compte que le divertissement, il est entaché par... Mais on le voit aussi en France et on l'a vu très récemment avec Mbappé. Quand t'as le président qui l'appelle à chaque fois pour, tu vois. Tout à l'heure, j'ai voyé un post sur Instagram qui disait que c'était un témoignage de sa mère apparemment qui était triste parce que lui, il voulait vraiment aller au Real. Mais il a, à cause de la pression qu'il a eue, notamment politique et tout,
eh ben il a dû rester à Paris, tu vois. Et malheureusement, en 2022, on le voit encore, ce truc-là. Bah, c'est une question que on s'est posée avec mon épouse Amélia juste avant d'arriver ici. Et je te la pose, cette question, du coup. Selon toi, est-ce qu'on peut réussir sans s'associer aux politiques? Je pense qu'il faut être malin. On peut le faire à condition d'avoir suffisamment de poids. De poids économique, je pense, parce que au bout d'un moment, les plus grands décideurs politiques se font financer par des grandes entreprises, par plein de choses, tu vois. Donc il faut être très malin, il faut être stratégique, et c'est là où tu peux faire attention. Après, moi aujourd'hui j'ai pas les milliards de Xavier Niel, tu vois. Xavier Niel aujourd'hui il a fait Station F. Je sais pas trop je sais pas trop s'il est engagé politiquement. Je sais que moi j'étais là à l'inauguration de la Station F, qui est le plus grand incubateur du monde, qui fait la taille de la Tour Eiffel mais allongée. Et il y avait Anne Hidalgo, il y avait Emmanuel Macron quand il venait d'être élu, il y avait des personnalités politiques. Maintenant, est-ce qu'il travaille avec eux, est-ce qu'il est influencé ou pas par eux? Moi, vu de l'extérieur, j'en ai pas forcément l'impression. Mais à partir du moment où tu as un point économique, tôt ou tard, tu as des politiciens qui te contactent, je pense. Tu vois? Et ouais, t'as soit des politiciens, soit des businessmen ou businesswomen. Et la question de la liberté, elle est étroitement liée à cette question de la paix que tu as mentionné au tout début. C'est vrai, quand on est dans un projet entrepreneurial et qui bénéficie d'un petit peu ou beaucoup de visibilité, cette question de liberté, d'autonomie, elle est constante. Ouais, bah oui. Et quand tu étais jeune à cet âge-là, est-ce que tu avais conscience de cette notion? Parce que toi, tu étais quelqu'un qui apparemment apprenait beaucoup de choses de sa chambre. Mais Najib, à l'école, il était comment? Il a découvert quoi à l'école? Il a découvert la vidéo? Franchement, moi, à l'école, jusqu'au CM2, j'étais ultra insouciant. Okay. J'étais trop insouciant. Rêveur aussi? Je pense. Ça, c'est la Processcom, c'est ça? Rêveur? Ah, si tu vois d'un point de vue Processcom, ouais. Ça, je connais pas la Processcom. Est-ce que tu étais constamment en train de rêver sur ta chaise, en train de t'imaginer, te projeter, de te faire des scénarios? On n'avait pas le choix à l'époque. Mes parents, ils n'avaient pas trop de moyens, tu vois. Le rêve, c'est tout ce qu'on avait. C'était notre plus grande richesse. Et je me souviens, ouais. En fait, j'étais très curieux. Et je remercie énormément mon papa, forcément, et ma maman, surtout, dans tout ça. Parce qu'elle a toujours cultivé notre curiosité. En gros, l'un des plus beaux cadeaux qu'ils nous ont fait, c'est nous interdire d'avoir plus de 2 heures d'écran par jour. Ok. Donc on avait 2 heures d'écran, télévision, ordinateur, Game Boy compris. Et dès que c'était terminé, c'était aller lire des livres. Ok. Et l'après-midi, c'était aller sortir jouer entre vous. J'ai eu la chance, je le remercie également, d'avoir un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Donc à chaque fois, on partait ensemble. Et nos parents, ils étaient tranquilles pour nous. Donc je lisais énormément. Et à l'époque, mes livres préférés, c'était, je sais pas si tu les as connus, c'était les encyclopédies Tout l'univers. Ok. Donc Tout l'univers, ce sont des encyclopédies sur vraiment tout l'univers. Et donc tu avais des pages, tu tournais les pages, et à chaque page, tu avais une lettre de l'alphabet avec, par exemple, je me souviens que l'une des pages, elle traitait du sport et de la gym. Ouais. Donc t'es là, c'était un peu comme le Instagram de l'époque. T'as des photos, des petites légendes, Ouais. et on t'explique, voilà, la gymnastique, il y a tel truc. On t'explique c'est quoi j'ai oublié le truc quand tu collectionnes les timbres, la philatélie, je crois que c'est un truc comme ça. Donc il te parle des timbres, et donc moi immédiatement, ce que je faisais pour éviter de rester dans le rêve, justement, je tombais sur une page là où il y avait écrit gymnastique, Ouais. et ben j'appliquais.
J'allais faire des pompes, j'allais faire des tractions, je mettais en application. Parce qu'au bout d'un moment, t'es là, t'as les pages devant toi, tu relis pendant 5 ans, pendant 6 ans, le même livre, t'as besoin de passer à l'action. Ouais. Donc, ça parlait des timbres, je me suis mis à collectionner les timbres. Ça parlait de recycler le plastique, je me suis mis à collectionner les bouchons de plastique. Ça parlait des papillons, j'ai commencé à m'intéresser aux insectes. Ça parlait vraiment, c'était tout l'univers, tu vois. Mais en fait, c'est fou parce que t'aurais pu te dire, non, ça, les papillons, ça m'intéresse pas, ou le plastique, pourquoi faire ziflemme d'aller me baisser dans la rue? Il y avait ce truc de, c'est marrant que tu dis ça là-dessus, j'ai cette image parce que je me suis retrouvé récemment en Jordanie et instinctivement je suis parti collecter du plastique que j'ai jamais fait en France, mais du coup me baisser pour ramasser du plastique, je l'ai fait dans le désert de Jordanie. Et peut-être que si j'avais pas lu tout l'univers, je me serais pas intéressé à la question 25 ans plus tard. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'en France tu le fais pas si tu vois une bouteille par terre ou dans le train, alors que en Jordanie, dans le désert, tu te baisses? C'est quoi je pense qu'il y a une claque que tu te prends peut-être. L'idée que tu te fais ou... Alors, je peux le faire en France. C'est un truc que je fais de manière ponctuelle. Ça m'est déjà arrivé de me promener avec des sacs poubelles. Maintenant, justement, toujours dans cette même logique de tout l'univers, aujourd'hui, je considère que dans ma vie, je suis face à une page. Je suis face à une page et ma page, elle consiste à aller rencontrer les gens. Et ça me démange. Ça me démange d'aller traverser le continent de plastique qu'il y a dans l'océan Pacifique. Ça me démange d'effectuer des actions de sensibilisation à la sécheresse ou au dérèglement climatique ou aux inégalités hommes-femmes ou à la violence faite aux femmes. Ça me démange tout ça. Par contre, après des années à lire tout l'univers, aujourd'hui, j'ai choisi mes 2 pages. Et je préfère rester dessus. C'est super important ce que tu dis. Déjà, la première leçon que je retiens, c'est que quoi que tu apprends de nouveau, passe tout de suite à l'action. Hyper important, et ça, moi, je l'ai intégré il y a à peine quelques mois, tu vois, quelques années. Mais avoir de la théorie dans sa tête, au fond, ça sert à rien du tout. Enfin, ça sert à 20%. 80%, c'est la pratique. Et dans n'importe quel domaine. Encore plus dans le business. La deuxième chose, c'est de pas chercher à tout faire trop vite. Tu vois, t'as un axe, tu te focuses sur ces trucs-là et tu vas à fond. Exactement, ne pas chercher à faire trop vite et ne pas chercher à faire tout en même temps. Tout en même temps. Après, je l'ai fait, je l'ai fait pendant des années et je trouve que c'est une école qui est ultra intéressante, l'école du tout en même temps, parce que quand tu développes par la suite un projet entrepreneurial, t'es plus monotâche. T'arrives à avoir une vision plus globale de tout ce que tu dois entreprendre pour atteindre ton objectif. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais des podcasts, mais tu sais que il va falloir intégrer la vidéo parce que ça fonctionne et que pour ça, va falloir que tu maîtrises à fond tous les réseaux sociaux. Et non, mais je rigole parce que je me retiens depuis tout à l'heure parce que c'était la 4e personne en 4 jours qui me dit pour la vidéo. Ah ouais, récurrence. Ah ouais, incroyable. En plus, là, derrière l'étagère, tu peux poser une caméra. T'as juste à poser l'étagère ici. T'as ton set, hein. Ouais, je sais. Il faut juste que j'achète une caméra. Il faut que je me forme aussi. Tu vois, c'est tout ça qu'il faut rajouter. Mais il faut aussi que j'apprenne à déléguer. Parce que le podcast, c'est un indépendant. Je fais tout seul. Tu vois. Mais c'est la prochaine étape. Magnifique. Voilà. Je te souhaite d'arriver rapidement à cette étape. Je pense qu'on est tous toujours un peu frustrés de pas pouvoir aller là où on veut aller. Là où on veut aller rapidement et en activant toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Mais ça fait partie également du processus d'apprentissage. Aujourd'hui, pour en revenir à ces livres Tout l'univers, tant que j'ai pas vraiment le sentiment de m'être nourri et enrichi par les pages qu'il y a devant moi, je tourne pas la page. Je prends le temps de lire et de relire. Et là, aujourd'hui, ça fait presque 5 ans depuis le mois de mai, là, donc ça fait, on peut dire que ça fait 5 ans que j'étais sur la même page. Wow. Des fois, je regardais d'autres pages. Genre, aujourd'hui, ce que je fais, c'est rencontrer des gens avec une caméra. Et j'ai tourné la page. Parfois, je suis allé dans l'humanitaire. Je me suis reconnecté un peu à Jackie Chan. Mais après, je suis resté vraiment sur ces pages, ces 2 pages, rencontrer des gens avec une caméra. Pour les gens qui te connaissent pas,
Comment ça a commencé, ça? Le fait d'aller rencontrer des gens avec une caméra? Euh, Ça a commencé. Et en même temps, je t'invite peut-être toi aussi à te connecter, te projeter sur cette période d'âge pour moi. Et j'invite tout le monde, tous celles et ceux qui écoutent, à faire peut-être la même chose. Ça a commencé à l'adolescence. Mhm. Je pense que dans l'enfance, tu construis un certain nombre de choses, de réalités liées à tes valeurs, Ouais. à l'adolescence. Tu construis la suite de ton périple. Et pour ma part, ça a commencé avec une claque. C'était un DVD, Le Seigneur des Anneaux. Ok. Et avant cette claque, c'était Matrix. Mhm. Donc, c'est une prof de français qui nous fait regarder Matrix en classe. Grosse claque. Je comprends, à travers ce qu'elle nous enseigne, je comprends que tu peux te divertir et apprendre en même temps. Mhm. Elle nous demande de faire un travail sur le DVD de notre choix. Et moi, Ok. intuitivement, je vais dans la catégorie DVD les moins chers, et là, à 10 euros, tu avais Le Seigneur des Anneaux. Ok. Et tu en avais 3. Donc, les 3 étaient déjà sortis. J'avais pas vu le 1, j'en avais vu aucun. Donc, je me suis dit, c'est quoi, vu que j'ai pas les moyens d'acheter les 3, ça va coûter trop cher, je vais acheter celui du milieu. Comme ça, genre, je sais un peu ce qui se passe au début, je sais un peu ce qui se passe à la fin, mais je spoil pas tout, tu vois. Ok. Et ça a été, je pense, le meilleur choix. Pourquoi est-ce que je parle de ce DVD? Parce que tu avais le making-of. Mhm. J'ai oublié. Peter Jackson, le réalisateur, il a mis autant d'efforts dans le making-of du film que Ouais. dans le film lui-même. Ok. Et donc, tu voyais tout le process, les acteurs, le maquillage, leur routine. Ils se réveillaient tôt le matin. Il y en a un, il kiffait mettre la musique. L'autre, Gandalf, l'ancien, il aimait pas la musique. Il devait apprendre à cohabiter, tout ça. Je me suis dit, ah ouais, c'est tout ça. Bah, tu sais quoi? Moi, je veux faire, et je le disais à l'époque déjà, je veux faire des vidéos. Ok. Quand je serai grand, je voudrais faire des vidéos. Tu t'es pas dit film, t'as juste dit vidéo. Alors, au début, je me suis dit, je veux être la même chose, Ouais. tu vois. Je vais être Gandalf. Je vais être... Ouais, je veux pas faire des films, je veux être Aragorn, tu vois, y a pas... sans transition. Mais ouais, non, je me suis dit, je veux faire des films. Après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais être un peu plus, comment dire, terre à terre. Je vais faire des vidéos. Et ça a commencé en Algérie. Ok. Je filmais mes vacances d'été et je filmais des conversations totalement anodines. Et toute l'aventure Human Nudge, elle est partie de ça. Du fait de filmer ses vacances d'été Mhm. avec des conversations totalement anodines, mais qui, une fois que tu les regardes 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elles te font réfléchir. Ok. Mais à l'époque, bon, les questions que je posais, c'était nul. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est nul encore, je sais pas. C'était quoi les questions que tu posais? Je me souviens d'une des premières questions que j'ai posées. C'était avec mon petit cousin et on parlait d'une tortue. Ouais. Genre, on parlait d'un fakron, quoi. En arabe, on dit un fakron. Et en fait, j'étais là, j'essayais de le faire parler sur une tortue. Et il disait, ouais, la tortue, elle était là, elle a roulé de la colline, je l'ai poussée. Et je dis, ah ouais, elle était toujours vivante. Ça a commencé comme ça, ces histoires. Je dis, oui, elle était toujours vivante. Et comme tu sais, je maîtrisais pas totalement l'arabe, des fois, il me disait, mais tu comprends pas ce que je t'ai dit. Donc déjà, j'étais challengé par ma propre famille. Je parlais en arabe, je maîtrisais pas l'arabe, donc c'était ultra challengeant. Et après, par la suite, je me suis dit, tu sais quoi, je vais conserver ce rapport avec la caméra tout au long des années. Je l'ai conservé timidement, et là où ça a explosé, cette utilisation de la caméra et cette diffusion sur les réseaux sociaux, c'était en Indonésie, il y a 5 ans. Je me retrouve à enseigner le français là-bas, à Jakarta. Ouais. Et j'avais amené ma caméra avec moi, et l'idée pour moi, c'était de filmer ce qui se passait pendant mon stage, là où j'enseignais le français. Et mon intention, c'était de le partager sur les réseaux sociaux, de manière à ce que toutes les personnes qui galèrent pour trouver un stage, comme moi j'ai galéré pour trouver ce stage, puissent trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on mange en Indonésie? Comment ça se passe? Nanana. Et j'ai commencé ce vlog. J'étais dans ma chambre, en train de me filmer, filmer les découvertes timidement, comme ça. Ouais. Et les Indonésiens, ils ont été tellement bienveillants, positifs, encourageants avec moi, qu'au bout de 2 mois et demi,
On a terminé sur les plateaux TV de Jakarta, dans les coulisses. Et genre, c'était en mode, OK, do you know how to say hello in French? Bonjour. OK, everybody, bonjour. Et moi qui suis introverti et timide de base, ils m'ont trop chauffé, tu vois. Quand je suis rentré en France, je me suis dit, là, je viens de vivre 2 mois et demi de bonheur, d'aventure extraordinaire. Ce serait dommage de tout mettre sur le côté. Continue de rencontrer des gens et continue de nourrir ce que tu as vu naître en Indonésie. Ce qui a donné par la suite l'aventure Human Nudge, là où je rencontre aujourd'hui des gens au quotidien et je diffuse leurs témoignages sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, tu découvres une vraie passion, une réelle envie de connecter les cœurs. Et est-ce que tu te dis ce que je fais à côté, comment je gagne de l'argent, parce que là t'as eu ton master, il me semble. Là on parle de quelques années plus tard où t'as eu ton master, tu travailles et tout. Tu te dis peut-être que finalement ma façon de gagner de l'argent, c'est pas ce qui me fait kiffer. Je vais arrêter, je vais pas arrêter. Qu'est-ce que je fais? Alors je pense que le délire des Indonésiens, il est allé très très loin. Parce que je me suis jamais mis dans une situation où je me suis dit là il faut que comment dire, en fait genre pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je continue de rencontrer des gens et à partir de ce moment-là déjà mon master je l'ai pas validé. C'est-à-dire qu'il me restait que mon mémoire à rendre. Une semaine avant de le rendre, j'ai envoyé un mail à mes profs, j'aurais dit merci parce que grâce à vous j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie et c'est pas enseigné. Et je veux faire des vidéos. Et ils m'ont dit, super Najib, merci à toi de nous le dire aussi sincèrement et franchement. Bon courage pour la suite. Tu seras toujours le bienvenu pour repasser ton master si tu le souhaites. Et à partir de là, pour moi, il n'y a jamais eu de plan B. C'est-à-dire, c'est un truc, j'ai touché ce bonheur et cette paix en allant à la rencontre des autres. Hors de question de lâcher ce truc. Mais pas parce que... j'arrive pas à lâcher prise. C'est juste que quand t'es totalement aligné, quand tu vois qu'il y a un truc dans lequel tu es compétent, quand tu vois que t'es dans un truc que tu aimes et qui a un impact au quotidien, donc t'es compétent, tu aimes ça et ça a un impact au quotidien, lâche pas l'histoire. Continue. Et pour moi, ça n'a jamais été une option d'avoir un travail et de revenir sur ce truc plus tard. Non. J'ai toujours charbonné. Je vendais des chaussures dans un magasin de sport. Et le soir, je partais faire mes vidéos. Je travaillais dans l'événementiel quand je suis arrivé en Île-de-France. Et je commençais parfois à 7h, 8h30, 9h du matin. On bossait sur des salons. OK. Dans ce cas, si à 7h, je suis sur un salon, ça veut dire qu'il faut que je me lève à 4h du matin. Et donc, comme ça, j'ai commencé à me lever à 4h du matin. C'est là où je faisais mes montages vidéo. Dès que j'avais un jour de congé, hors de question de se reposer. Pourquoi tu vas te reposer si ce qui te fait vibrer, c'est rencontrer les gens? T'aurais pu t'en vouloir à toi-même. Parce que tu te rends compte qu'à la fin de ton master, à 1 mois de rendre ton mémoire, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu te dis pas, enfin ça se voit que tu t'es pas dit purée, j'ai perdu du temps en fait, et t'as remercié tes profs? Alors c'était pas à 1 mois, c'était à 2 semaines, vraiment à 2 semaines, voire 1 semaine je crois. Et ça rejoint ce qu'on disait au tout début sur l'acceptation. C'est-à-dire que pour moi, à aucun moment j'ai perdu une année. C'était que des années d'apprentissage. Et quand tu fais le lien, et c'est ça qui est fascinant, quand tu fais le lien, moi avant d'étudier dans l'enseignement, j'ai étudié pour devenir prof des écoles, et avant d'étudier pour devenir prof des écoles, j'ai étudié en droit. J'étais en master 1 droit notarial. Et le point commun entre le droit notarial, le professorat des écoles et l'enseignement du français langue étrangère, j'ai remarqué que le point commun entre ces 3 choses-là, c'était la notion de transmission. C'est juste que je cherchais la bonne manière pour moi de transmettre. Et ça passait pas par le fait de transmettre des héritages, ça passait pas par le fait de transmettre à des gamins,
ça passait par le fait d'aller recueillir la parole des gens et transmettre de cette manière. Dans une vidéo qui est sortie il y a à peu près un an, en 2 ans, en août 2020, tu dis que t'as peur de ne pas en faire assez. Et le titre de la vidéo, c'est La peur de ma vie. Tu te souviens ou pas? Ouais, t'es bon. Hein, ah là là, il est bon. Et ça fait que 2 ans à peine. Ça dit quoi sur toi? Ah, ça dit quoi sur moi? Là, de suite, la chose que ça m'évoque, c'est les 5%. La règle des 5%. Je sais pas si c'est une règle qui existe vraiment, tu vois, mais pour moi, je suis tout le temps à 5% de mes capacités. Ok. Je peux toujours mieux faire. Je dors toujours trop. Je perds toujours trop de temps sur mon téléphone. Je suis toujours pas assez optimal dans mon organisation de mon emploi du temps. C'est toujours pas assez. Et est-ce que le fait d'être dans cet état d'esprit-là, ça t'a... Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes une chose que tu aurais pu concrétiser? Je pense pas avoir de regrets sur ou une amertume ou quelque chose, tu vois, tu te dis purée, si j'avais été, je sais pas, plus productif, plus rigoureux ou n'importe, tu vois, ou si j'avais moins dormi, j'aurais pu concrétiser telle chose. Non, parce que ça rejoint ce qu'on disait au tout début sur la paix, et je pense que ça fait partie du jeu. Et il faut juste accepter ce sentiment de 5%, d'être à 5%. En fait, c'est comme si t'étais ça peut être dur, hein, ce que je veux dire. Ouais, vas-y. C'est comme si tu te disais, oh punaise, je suis nul. Ouais. Mais genre, oh, je suis OK avec le fait d'être nul. Ok. Je suis nul. Mais je suis OK avec le fait d'être nul. Mais j'avance quand même. Et j'avance quand même. Et après, il y a des gens, ils viennent te dire, non, mais attends, c'est super ce que t'as. Non. Laisse-moi dans ma nullité, tu vois. Je me connais et je suis nul, en fait. Viens pas me dire que je suis bon, c'est pas vrai. Je me connais. Ouais. Donc, je suis nul et c'est trop bien d'être nul. Okay. J'aime trop être nul. Ce sentiment d'être nul, j'ai pas toi. C'est quoi ton lien avec la nullité? Ah bah moi, c'est comme dirait Edouard Baird, hein, tous les jours, je me confronte à la nullité. Il y a plus de gens qui échouent que des gens qui réussissent. Donc, tu vois, je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo-là. Non, jamais. Edouard Baird, il est en interview et puis la présentatrice, elle lui dit ouais, mais c'est quoi votre relation à l'échec? Il dit bah moi, l'échec, c'est tout le temps. Je me considère pas comme quelqu'un qui gagne parce que on est beaucoup plus de personnes dans le monde à échouer que gagner. Et après, elle lui dit, mais il remonte à quand votre dernier échec? Il dit, bon, bah, il y a pas plus tard que quelques heures, tu vois. Fascinant. Mais elle est où, cette vidéo-là, tu vois? Ça veut dire quoi, Osama, ton prénom? Ça veut dire lion. Puissant. Bah, moi, je me suis rendu compte que Najib, t'as dit Human Najib, t'allais m'appeler comme ça, mais je me suis rendu compte que Najib, ça voulait dire studieux. Ok. Et j'essaie d'incarner pleinement la signification de mon prénom. Et j'ai même pas à me forcer, c'est naturel. Et je pense que quand tu sais comment tu t'appelles ou la signification de ton prénom, quand tu la connais, ça vient cacheter un mode opératoire. Toi, t'es un lion, faut pas rigoler avec toi. Ouais. J'ai pas besoin de crier, tu vois. Force tranquille. C'est ça. J'ai vu aussi que t'avais écrit 7 livres. Il a choisi ta vie à la rencontre de soi, à la rencontre de ses rêves, à la rencontre des guerriers d'amour, voyageur à la rencontre du monde, vagabond à la rencontre du bonheur et réveil. Ils parlent tous d'une manière ou d'une autre de rencontre. Rencontrer son prochain, se rencontrer soi-même, etc. On dirait que pour toi, c'est une obsession de rencontrer. Mais pourquoi? Waouh, puissant, oh my God. Pourquoi est-ce que c'est une obsession de rencontrer? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce soit une obsession? Je suis d'accord. Alors, j'ai appris, au travers de mes rencontres justement, qu'il y avait une dimension spirituelle. Celle-là, je la laisse de côté. Elle n'engage que moi. Mais si je devais répondre en termes génériques
cette question. Je dirais que dans le fond, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas en tant qu'être humain qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Et ça, sur le plan psychologique, je trouve ça fascinant chez l'être humain. On a plein de choses pour nous déjà, mais notre conscience, elle est calibrée pour garder ce qui nous manque. Ah, il manque des caméras pour vos podcasts. Mais je fais déjà un podcast qui est extraordinaire. Mais il manque des caméras. Ah, il manque des équipes pour tenir les caméras. Ah, il manque. On est toujours focalisé sur le manque. Et ça peut avoir soit une conséquence positive, soit une conséquence ultra négative. La conséquence ultra négative, c'est l'immobilisme. Parce qu'il me manque, je ne fais pas, je ne fais rien. L'une des autres conséquences, c'est parce qu'il me manque, je vais exprimer de la frustration, je vais exprimer de la colère, je vais exprimer de la peine, de la tristesse, des choses qui vont pas me faire avancer dans le bon sens. Et on a tous ces sentiments, ces émotions, on les ressent tous. C'est à nous de jauger l'impact qu'ils ont dans nos vies. Positivement, quand tu te rends compte qu'il te manque de quelque chose et que tu l'acceptes, ça peut être converti en un projet ultra puissant. Récemment, pas plus tard qu'hier, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'aller à la rencontre des 8 milliards, j'ai placé cette intention récemment, j'ai envie d'aller à la rencontre des 8 milliards d'êtres humains. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, je voulais faire ça parce que ça partait du manque, de la frustration, peut-être de la colère également, de pas pouvoir aujourd'hui aller à la rencontre de mon père. Ok, d'accord. De pas pouvoir parler avec lui, de pas pouvoir l'écouter, de pas pouvoir communiquer avec lui. Je me suis rendu compte que je pouvais communiquer avec tout le monde, sauf avec mon père. Mais aujourd'hui, je l'accepte. J'accepte ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce manque ? Qu'est-ce que je fais avec cette frustration de ne pas pouvoir communiquer avec mon père ? Qu'est-ce que je fais avec cette colère, ce sentiment d'injustice, de ne pas pouvoir échanger avec lui naturellement, simplement, de manière fluide ? Positivement, ça s'est converti en... tu sais quoi ? Vu que je ne peux pas rencontrer mon père, vu que je ne peux pas communiquer avec lui, je vais communiquer avec le monde entier. Ok. Donc ça part quelque part d'une frustration, d'un manque, d'une envie et tu l'as transformé ou en tout cas t'essayes de le transformer en diamant, tu vois. C'est comme cette image du je sais plus qui dit ça là, l'artiste qui dit en gros j'avais un bloc de pierre et puis en fait je lui ai juste donné son image et j'en ai fait une œuvre d'art. Je sais plus d'où ça vient, ça, tu vois. Faudrait que je retrouve ça d'ailleurs. Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu comme le diamant qui est pas poli, en fait on fait que lui donner son... Je pense que sur tous les aspects, que ce soit professionnel, relationnel, émotionnel, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui fait que tu as une entreprise qui va créer un business qui va marcher de ouf ? Il y avait un manque. Ouais. Et c'est ce fameux exemple à l'époque de Nike, ils avaient envoyé un commercial en Inde. Ouais. Le gars est parti là-bas, il est revenu. Il leur a dit, écoutez, on va jamais pouvoir faire quelque chose là-bas parce que tout le monde marche pieds nus. Ah oui. Ensuite, ils ont envoyé un autre commercial. Et le commercial, il a dit, mais attendez, c'est extraordinaire. Il y a tout à faire là-bas. Le marché, il est immense parce que tout le monde marche pieds nus. Bah ouais. C'est la même phrase, le même constat, mais qui aboutit sur une issue totalement différente. Donc, ok, aujourd'hui... pourquoi est-ce que il y a des gens qui donnent la parole aux autres ? Peut-être parce que eux, à un moment de leur vie, ça leur manquait ça, d'être écoutés. Ça leur manquait d'avoir le sentiment d'exister. Ça leur manquait d'avoir le sentiment d'être aimés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se connecter aux autres. Et c'est... Si on en revient toujours à cette notion de paix que tu as abordée au tout début, ok, j'accepte. J'accepte qu'il me manque ça. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce manque ? Et heureusement, plus que d'accepter, je suis reconnaissant qu'il y ait ce manque parce que s'il n'y avait pas ce manque, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça.
T'aurais continué ton master. Je serais peut-être notaire aujourd'hui. Je serais en paix avec mon père. Je serais peut-être en paix avec moi, mais je te parlerai pas. J'aurais de la thune et je serais en mode, je pense pas que je ferai attention à podcast ou à faire parler les gens. Ouais. Je leur ferais parler pour faire signer des contrats à 10 000 euros, tu vois. Qui rentrera même pas dans ton compte. Oui, parce qu'il faudrait un autre compte pour pouvoir les encaisser. Et ça t'a amené où aujourd'hui tout ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, de manière très concrète, aujourd'hui, après 5 ans de rencontres, je suis devenu psychopraticien, thérapeute. Ok. Je me suis rendu compte que, à force d'écouter les gens, je me suis rendu compte qu'à force d'écouter les gens, j'avais peut-être envie maintenant de leur apporter un soutien, une aide sur le plan psychologique qui dépasse simplement l'écoute. Ok. Donc, je me suis formé en ce sens. Donc, je continue toujours mes vidéos. Ouais. Après 5 ans de rencontres, je me suis dit, tu sais quoi, allons au bout de l'idée. Je vais rencontrer les 8 milliards d'êtres humains d'une part. J'ai décidé de devenir psychopraticien thérapeute dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, au lieu de courir après les gens via les réseaux sociaux, j'ai décidé d'organiser avec Amélia ce que j'appelle des One Human Show. Ok. Donc, je fais venir les gens. Plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. 40, 60, 100 personnes, sans invités, qui viennent et de manière totalement aléatoire, intuitive, spontanée. Il n'y a rien de prévu. Ok. Il y a quand même le dispositif de sélection des gens est prévu. Mais sinon, je ne sais pas qui va passer devant la caméra. Je ne sais pas quelles questions je vais poser. Et les gens viennent sur scène et j'ai des conversations que je filme et que je diffuse par la suite sur les réseaux sociaux. Ok. Donc il y a ça. Et également sur le plan professionnel, Ouais. il y a aujourd'hui cet événement-là de One Human Show, je le propose également en entreprise. Donc à titre d'atelier de team building, Super. je propose de connecter les cœurs de manière sincère, authentique, spontanée, improvisée, de manière à créer réellement un lien durable entre les cœurs dans l'entreprise. Merci. Magnifique. Est-ce que tu es satisfait déjà de tout ce que tu as fait? 5%. C'est bien, t'es cohérent, c'est bien. Je voulais checker un peu. Super. À la fin de chaque épisode que je fais, il y a, à la fin, vraiment, j'essaie de faire le parallèle avec des cultures urbaines. Mais quand je dis culture urbaine, en fait, c'est très, très large. Est-ce que tu connais Ibn Sina? Ça me dit quelque chose de non. C'est un voyageur ou psychologie, philosophie? Ouais. Il est connu sous le nom d'Avicenne. D'accord. Et en fait, c'était un philosophe et médecin qui était né le 7 août 980 après Jésus-Christ. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par expliquer que on a tous une raison. Tu vois, la raison. En fait, ce qu'il a fait plus précisément, c'est conscientiser l'existence de l'âme à son époque. Et il a commencé par les concepts du Coran, il les a étudiés et ensuite il est allé plus loin en apportant sa propre compréhension. Et il s'est rendu compte qu'il y a un rapprochement il y a un rapprochement avec l'idée de Descartes qui dit plusieurs siècles plus tard, je pense donc je suis. Tu vois, et ça c'est vraiment longtemps après. Donc l'idée c'est de trouver sa raison et surtout de l'alimenter, de la faire fructifier. Et selon lui, c'est la façon la plus suprême de se développer. Il développe ses travaux et ses recherches grâce aux cultures grecques, chinoises, indiennes ou encore perses. Et ensuite, c'est sur lui que les autres cultures s'inspirent, tu vois. Donc comme quoi, hein, tu vois, ça veut rien dire. Et donc ils construisent leurs idées à travers ça. Et il a même influencé Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand philosophe et théologien de l'Église catholique. Je te dis ça parce que quand je te vois, moi, l'idée de raison d'être, d'âme, c'est quelque chose que tu transpires. Vraiment, pour le coup. Et donc, à travers toi, tes voyages et tes rencontres et tes expériences,
qu'est-ce que tu cherches à découvrir, mais en toi? Parce que tu cherches chez les gens, on sait ça, mais en toi, tu cherches quoi? Ok. J'avais dit que j'allais pas l'aborder, donc là tu me renvoies là-dessus. Je le prends. Récurrence, pas de regret. Au moins j'aurais tout dit, je ne dirais pas pourquoi j'ai pas dit ça. Bref. Moi, pour ma part, je pense être croyant. D'accord. J'estime être croyant. Et je pense que ce qui nous a créé, la réalité qui nous a créé, elle est également à l'intérieur de nous. C'est cette idée selon laquelle, si tu as envie de connaître le Créateur, connais-toi toi-même. Et cette réalité que je vois en rencontrant les gens, je vois que déjà, elle connecte tout le monde, du juif au Maasai. T'as un truc commun et c'est fascinant, c'est trop puissant. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui est commun à tous ces gens, d'une part. Et ensuite, tu te rends compte que à force de rencontrer les gens, t'as un truc commun, une réalité qui vous relie avec toutes ces personnes. Et moi, c'est vraiment mon voyage chez les Maasai qui m'a fait me dire ça. En réalité, si tu veux te connaître toi-même, il y a deux chemins, deux process. Soit tu plonges à l'intérieur, et dans ce cas, c'est très compliqué de ne pas se noyer. C'est très compliqué de comprendre, c'est très compliqué de lire, c'est très compliqué de décoder. Soit tu te connectes aux gens qui arrivent à toi d'une manière ou d'une autre, ou à ces gens que tu vas chercher. Et c'est comme... comment il s'appelle ce film avec Tom Hanks? En gros, c'est comme s'amuser à chercher une vérité globale, puissante, qui nous dépasse. La vérité qui nous manque. Aujourd'hui, t'as plein d'informations, mais on est bête. Ouais. Genre, t'as tellement d'informations que tu sais pas où chercher l'information. Tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux, tu sais pas. Et donc, moi, aujourd'hui, j'essaie de me détacher de toutes ces informations qu'il y a en accès libre sur Internet pour aller chercher ces informations qu'il y a dans les cœurs. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Oussama? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Amélia? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour que je puisse le comprendre, pour que je puisse le saisir? Chaque personne en face de moi a une partie de la réponse. Ok. On Donc, est des puzzles, en fait. On est tous des puzzles. On est tous des puzzles. Merci pour la réponse. J'ai une dernière question pour toi. Tu vois. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan. Comme qui? Les nègres marrons. C'est qui? Tu connais pas les nègres marrons? Attendez, on va faire une pause là, c'est pas possible. C'est un rappeur? Attends, je te la mets si tu connais pas. Ah, je suis désolé, je suis nul. Je te dis que j'ai vécu à Croix-de-Pierre, le quartier, là où il y a que des personnes âgées. En plus, j'ai pas de réseau ici, je peux pas te faire écouter. Je te ferai écouter tout à l'heure, mais en gros, c'est une musique qui dit je fais le bilan calmement, comme si on avait, je sais pas quoi, à chaque instant et tout. Donc toi, si tu devais faire le bilan un petit peu de ta vie ou de cette dernière décennie ou de ce que tu veux, en fait. Ok, si je devais faire le bilan... Si je devais faire le bilan... C'est compliqué cette histoire parce que j'ai tendance à faire table rase de tout ce qui s'est fait avant. Ok, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait. Par contre, je vois ce que j'ai fait mal ou ce que je n'ai pas fait. Et au milieu de tout ça, j'ai envie de dire juste dans ce bilan que je suis content aujourd'hui qu'il y ait mon épouse à mes côtés pour donner... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Peu importe où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire sur ta gauche. Exactement. Je pense que je remercie d'avoir une... Voilà, je suis reconnaissant envers mon épouse parce que je sais qu'elle a donné une intensité à tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après sa venue dans ma vie. Il y a eu... c'est elle, en fait, qui a... Comment dire? Qui a nourri et
cultivé cette envie de m'intéresser à l'humain sur le plan psychologique. Ok. C'est elle qui a donné sur le plan professionnel une autre intensité, une toute autre intensité. C'est elle qui m'a invité à l'introspection, mais vraiment aller chercher loin, loin au fond. Et donc, dans le bilan, je dirais juste, parce qu'il n'y a pas que elle, c'est une histoire de rencontre. Ouais. Donc, dans le bilan, je dirais que je suis reconnaissant d'avoir fait toutes les rencontres que j'ai pu faire aujourd'hui qui m'ont amené jusqu'à là. Et ça, c'est le premier point de ce bilan. Le deuxième point, je vais essayer d'en faire 3 pour pas faire trop long. Mais déjà 3, c'est beaucoup. Le deuxième, c'est... Le deuxième point de ce bilan, c'est quand on fait les choses avec le cœur, sans trop mentaliser, dès qu'on est désaligné, ça va se sentir. Dès qu'on n'est pas sur la bonne route, ça va se sentir. Et ça sert à rien de se poser 3000 questions. L'essentiel, c'est juste de placer la bonne intention et de faire. Et ce qui est fascinant, c'est que quand l'intention, l'action et la conséquence sont alignés avec ton cœur, ben tout glisse. T'as plein de portes qui s'ouvrent et tu comprends pas comment. Ouais. Et troisième et dernier point de ce bilan, je dirais que il y a eu plein de moments de down, plein de mauvais moments, plein de moments tristes, plein de moments pas cool. Et ces moments, heureusement qu'ils étaient là. Déjà, 1, ils sont inévitables. 2, ils sont ultra enrichissants. Et 3, ce qui est ultra puissant, c'est quand tu les vois venir, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas... C'est pas qu'est-ce que tu vas faire réellement pendant ces moments-là, mais c'est combien de temps, tu parlais de résilience tout à l'heure, combien de temps tu vas tenir pendant ce moment jusqu'à te relever. Ce serait ça. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Un grand merci à toi. C'est un plaisir. Dans les sous-sols de cet immeuble. Dans ton terrain le long. Exactement. Non, où est-ce qu'on peut me retrouver sur Instagram, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Human comme humain en anglais. Espace Nadj comme le début de mon prénom. Nadj. Donc Human Nadj. Magnifique. Merci beaucoup. Grand merci à toi, ça va. Épisode de folie, c'était vraiment lourd. Merci à toi, Humanage. Ce que je retiens, 3 choses. En 1, on se découvre à travers les gens. En 2, ce que tu refoules te revient en pleine face d'une manière ou d'une autre. Alors, sois attentif et demande-toi quel sens profond il y a derrière chacun de tes actes. En 3, j'espère pour toi que tu connais l'énigme marron parce que c'est un classique. En tout cas, il est jamais trop tard pour le découvrir. Sur ce, à bientôt.